frais. En ce moment même, toute la vérité sur Kupiansk. Les soldats de Poutine ont déjoué le dictateur. Il n'y a pas d'encerclement. L'ennemi est coincé. La contre-offensive des forces armées ukrainiennes a commencé avec une force renouvelée. Maintenant, nos troupes se préparent à frapper l'ennemi avec une force mortelle. Ces moments sont des batailles décisives. Le scénario imaginé par les généraux russes, appelé Bakhmut 2.0, a officiellement échoué. L'affrontement continue. C'est un véritable chaudron de première ligne avec une place spéciale réservée à l'ennemi. Toute tentative d'évasion est futile. Plus de détails sur la façon dont nos lions d'acier tiennent la défense dans la section la plus chaude du front dans le reportage qui arrive dans un instant. Les batailles pour le contrôle de la ville de Kupiansk, un important centre de transport dans la région de Kharkiv, sont en cours. La situation à Kupiansk reste assez difficile et complexe. Mais ces jours-ci, nos forces sur le terrain ont beaucoup plus de contrôle sur la zone. Nous continuons à défendre nos positions. Dans ce contexte, la propagande russe a une fois de plus publié un nouveau lot de fausses nouvelles. L'habitant du bunker a affirmé que les troupes ukrainiennes à Kupiansk étaient encerclées et bloquées dans la ville de Kupiansk et dans la ville de Krasnoarmysk. L'ennemi s'est retrouvé bloqué et encerclé. D'ailleurs, j'ai discuté de cette question avec les commandants des groupes respectifs. Ils ne sont pas contre le franc-tireur et ils ne s'opposent pas à ce que des représentants des médias, des journalistes étrangers et des journalistes ukrainiens se rendent dans les zones encerclées de l'ennemi afin qu'ils puissent aller voir de leurs propres yeux ce qui s'y passe exactement. Qu'ils puissent observer par eux-mêmes l'état réel et actuel des troupes ukrainiennes encerclées et que les dirigeants politiques de l'Ukraine puissent prendre les décisions les plus appropriées et les plus réfléchies concernant le sort et le bien-être de leurs citoyens et de leurs militaires. Mais ces déclarations n'ont rien à voir avec la réalité. C'est la tactique familière et douloureuse du Kremlin, le chantage médiatique et une tentative de démoraliser la société ukrainienne. À ce jour, je crois que la situation actuelle s'est stabilisée et j'espère sincèrement que nos forces de sécurité et de défense dévouées seront en mesure de garantir que Kupiansk ne soit pas capturé. En réalité, il ne s'agit pas d'un encerclement, mais plutôt d'intenses combats locaux. La principale direction de l'attaque de l'occupant n'est pas vers Kiansk lui-même, mais vers Kupiansk-Lovy. Les plans de l'occupant incluent la possibilité d'établir un contrôle sur cette gare ferroviaire clé. Au 30 octobre, les forces ukrainiennes conservent le contrôle de la majeure partie de Kupiansk et des principaux nœuds de transport. Les occupants russes se sont retranchés en petits groupes à la périphérie nord de la ville et dans la partie ouest, créant ainsi un point d'appui pour de nouvelles tentatives d'offensive. En d'autres termes, ils essaient soigneusement de modifier et d'ajuster leurs tactiques et leurs stratégies d'opération de combat en milieu urbain. Elles sont fondamentalement différentes des tactiques utilisées à Bakhmut il y a 2 ans et demi, lorsque les occupants ont déployé une grande quantité de véhicules blindés et, par conséquent, les tactiques d'assaut dites du hachoir à viande pour établir le contrôle de cette localité. La principale menace reste la direction nord et les tentatives de l'ennemi de percer vers l'autoroute Kharkiv-Kupiansk. Cette route est vitale pour l'approvisionnement des unités ukrainiennes sur la rive est de la rivière Oskil. Du sud et de l'est, les forces russes n'ont pas été en mesure d'approcher la ville. La principale voie d'approvisionnement des forces armées ukrainiennes reste la gare de Kupiansk-Lovy et le barrage de Remblai traversant l'Oskil. Le barrage est périodiquement soumis à des frappes aériennes ennemies, mais il reste opérationnel, tandis que les passages de pontons servent de route de secours. Ainsi, le principal objectif stratégique des occupants n'est pas de s'enfoncer davantage dans la région de Kharkiv, mais de répéter le scénario de 2022 lorsque le groupe d'occupants d'Izium était considéré comme l'un des plus aptes au combat et visait l'encerclement opérationnel des unités ukrainiennes précisément dans la zone de l'agglomération de Sloviansk-Kramatorsk. C'est l'objectif principal. En d'autres termes, l'objectif stratégique de l'occupant
et d'établir un contrôle total sur le territoire de la région de Donetsk. Mais l'ennemi s'est heurté à la défense acharnée des forces armées ukrainiennes. Les contre-attaques des troupes ukrainiennes freinent l'avancée russe. Pour le moment, les forces de défense ukrainiennes mènent des opérations de contre-sabotage pour empêcher les occupants russes de pénétrer davantage dans la zone urbaine et de prendre le contrôle direct de Kupiansk-Lovy. Kupiansk n'est pas juste un autre point sur la carte. C'est un symbole de résilience, d'endurance et de vigueur militaire. L'armée russe essaie de prendre la ville par attrition, mais la défense ukrainienne tient bon. Peu importe combien le Kremlin essaie de présenter ses vœux pieux comme une réalité, la vérité est du côté de ceux qui défendent leur foyer et chassent pas à pas l'ennemi de la terre ukrainienne. Chaque voix compte. Rejoignez notre communauté, soutenez le journalisme indépendant et aidez-nous à vous apporter la vérité depuis l'Ukraine. Devenez membre d'Ukraine aujourd'hui. Rejoignez-nous maintenant. Flamingo vers Moscou et Palonitsia vers Saint-Pétersbourg. Les frappes en profondeur des forces armées ukrainiennes atteignent un nouveau niveau. Nos forces écrasent la Russie, anéantissant les cibles de haute valeur de l'ennemi. Les drones prennent le contrôle de l'arrière profond de la Russie, rendant Poutine complètement fou. Il est difficile de croire qu'une catastrophe a frappé le territoire ennemi. Une panne d'électricité se produit à proximité. Le Kremlin lève les bras au ciel et Kiev dit ouvertement que ce n'est pas encore toute la force mortelle que nous pouvons libérer. Le cœur de la Russie est dans le collimateur. Quand pouvons-nous attendre des nouvelles fracassantes à ce sujet? La réponse à cette question arrive dans le reportage dans un instant. Les distances de centaines, voire de milliers de kilomètres ne sont pas un obstacle pour l'armement ukrainien. Les raffineries de pétrole russes. Bon, c'est clair, une raffinerie. C'est évident, même sans le dire. Les installations clés du complexe militaro-industriel et de la machine de guerre russe en feu. Beaucoup de feu. C'est un cauchemar total. Bon sang, ça devient fou. Et récemment, en réponse au bombardement des infrastructures critiques de l'Ukraine, les infrastructures critiques russes sont également entrées dans le champ de vision des forces armées ukrainiennes. Pas possible. Pas possible. Je n'arrive pas à y croire. Barry, regarde. Où sommes-nous maintenant? C'est une attraction. Lorsque le Kremlin menace les Ukrainiens d'une panne d'électricité, les Russes doivent également se préparer à un hiver froid et difficile. S'ils menacent d'une panne d'électricité, par exemple, dans la capitale de l'Ukraine, alors le Kremlin doit savoir qu'il y aura également une panne d'électricité dans la capitale de la Russie. Pendant longtemps, les alliés occidentaux ont limité la capacité de l'Ukraine à frapper en profondeur le territoire russe. En conséquence, l'Ukraine a élargi son propre arsenal à longue portée. Selon le chef du renseignement ukrainien, Kirilo Boudanov, aujourd'hui, 99% des frappes sur les raffineries de pétrole russes sont effectuées avec des armes ukrainiennes. À l'époque où tout cela a commencé, quand il disait que nous nous battions avec une main attachée dans le dos, j'ai tendance à être d'accord avec vous sur le fait que c'est la bonne interprétation de ce qui se passait à l'époque. Mais maintenant, nous avons notre propre production. Oui, nous en voulons plus. Bien sûr, nous en voulons toujours plus, mais cela existe. Et c'est précisément notre production nationale qui nous a permis d'utiliser nos forces et nos ressources comme bon nous semble. Le Kremlin ne comprend que le langage de la force. Le meilleur argument dans toute négociation avec Moscou est une armée et une industrie de la défense ukrainienne puissante, en particulier notre propre production de drones et de missiles à longue portée avec lesquels l'Ukraine frappe régulièrement des cibles, en Russie situées à 1000 km ou plus de la ligne de front. Afin de parvenir, d'une manière ou d'une autre, à une impasse dans cette guerre, nous devons apprendre non seulement à repousser efficacement les attaques ennemies sur la ligne de front, mais aussi à perturber et à supprimer leur logistique et leur aviation. C'est pourquoi c'est devenu nécessaire. Et je ne parle même pas de la nécessité de frapper les entreprises du complexe militaro-industriel et du système énergétique de la Russie. Voici la ville de Belgorod et, en ce moment, il n'y a absolument pas d'électricité disponible à Belgorod.
Si les drones les plus simples à fabriquer sont utilisés pour frapper les raffineries de pétrole russes, les drones à réaction comme Palyanitia, Peklo et Bars sont mieux adaptés pour cibler les installations du complexe militaro-industriel. Leurs spécifications techniques ne sont pas divulguées. Les experts suggèrent que la portée de ces drones à réaction se situe entre 500 et 700 km. Leur principal avantage est le coût par rapport à leurs homologues missiles de croisière. Ce sont deux villes qui sont les plus fortement protégées par les systèmes de défense aérienne de la Fédération de Russie, tels que Moscou et Leningrad. Les drones y sont parvenus et chaque soir, ils pourraient potentiellement y parvenir à nouveau. Et je crois, j'aimerais vraiment, laissez-moi le dire ainsi, que cela se produise systématiquement. En dessert pour les occupants, les missiles ukrainiens à longue portée, le Long Neptune et le Flamingo, avec des portées de 1000 et 3000 km respectivement. L'oiseau rose ukrainien, en plus de son énorme portée, impressionne par un poids queue de charge militaire d'environ 1000 kg. Habituellement, la charge militaire d'un missile de croisière moderne pèse 450 kg, au maximum 500 kg. Il existe une règle. Presque tous les missiles ont une charge militaire de 450 kg. Alors, qu'est-ce qu'une charge militaire d'une tonne apporte? Lorsqu'elle frappe une cible, par exemple une installation industrielle, deux de ces missiles la mettront complètement hors service pendant au moins 1 an. C'est-à-dire qu'il y aura un seul cratère d'environ 20 mètres de diamètre. Les terroristes russes qui bombardent les villes ukrainiennes doivent comprendre qu'une riposte en miroir arrivera certainement.